Et si je vous disais qu'une simple erreur que font 90% des personnes âgées chaque matin les conduit lentement vers la perte de mémoire, la chute musculaire et parfois même vers une mort prématurée. Vous ne regarderez plus jamais vos habitudes de la même façon. Je suis médecin, ou plutôt, je l'ai été pendant plus de 40 ans. J'ai porté une blouse blanche, j'ai écouté des battements de cœur, j'ai vu naître des vies, et j'ai vu les dernières respirations s'éteindre, parfois seules, souvent trop tôt. Aujourd'hui, je ne soigne plus dans un hôpital. Je suis à la retraite, dans une petite maison calme près de Toulouse. Mais ce que je vais vous dire ici n'est pas une histoire de retraite. C'est une alerte urgente, une vérité oubliée, une question que personne n'ose poser à voix haute. Je vais commencer par une phrase simple, mais qui me hante encore aujourd'hui. Si j'avais su cela à 60 ans, je serais encore en train de marcher main dans la main avec mon mari chaque matin. Ces mots ont été prononcés par une femme de 86 ans. Elle pesait à peine 40 kilos. Ses yeux étaient troubles. Sa voix, fragile comme une feuille en automne. Mais ses mots, eux, étaient d'une puissance foudroyante. Ils m'ont frappé en plein cœur, comme un électrochoc. Je me souviens très bien de ce jour-là. C'était lors d'une conférence sur le vieillissement à la résidence médicalisée Sainte-Marie, à Lyon. J'y étais intervenant, habitué à parler, à expliquer, à rassurer. Mais ce jour-là, c'est moi qui suis resté sans voix. Et ce qui m'a glacé le sang, c'est que ce n'était pas un cas isolé. Ce jour-là, j'ai entendu la même phrase ou presque 38 fois. 38 seniors, 38 regrets, 38 variations d'un même cri silencieux. Si seulement j'avais su. Vous imaginez? 38 personnes dans la même salle, toutes avec ce même regard perdu, chargé de remords. Des femmes, des hommes. Cultivés, simples, pauvres, aisés, croyants ou pas. Tous unis dans la même douleur silencieuse, le regret de ne pas avoir su comment vieillir en santé. J'ai été médecin gériatre. J'ai enseigné à la faculté de médecine de Montpellier. J'ai passé des hivers entiers à visiter des patients en zone rurale, parfois sous la neige. J'ai écrit, publié, soigné, formé. Et pourtant, je n'avais rien vu venir. Moi aussi, je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Mais ce jour-là, j'ai compris que j'étais passé à côté de l'essentiel. J'ai compris que je n'avais pas aidé mes patients à vivre pleinement leur vieillesse. Non, je les avais juste accompagnés vers la fin, comme on retarde l'inévitable sans jamais changer la trajectoire. C'est pourquoi aujourd'hui, à 72 ans, je reprends la parole. Mais cette fois, pas pour diagnostiquer, pas pour prescrire, pour alerter, pour transmettre. Ce que je vais partager avec vous dans cette série n'est pas un cours de médecine. Ce sont des vérités vécues, des clés simples, des gestes concrets, des choses que j'ai vues transformer des vies, pas dans les manuels, mais dans les chambres, les cuisines, les escaliers de nos parents, de nos grands-parents. Je vous le dis sans détour, 90% des problèmes de santé chez les personnes âgées pourraient être évités. Oui, évités. Pas ralentis, pas réduits, évités. Mais la médecine classique ne vous le dira pas. Elle attend que vous tombiez. Elle attend que vous ayez mal. Elle attend que vous soyez dépendant pour ensuite intervenir trop tard. La vraie santé ne commence pas dans une ordonnance. Elle commence dans votre cuisine, sur votre chaise, dans vos pieds, dans votre silence. Vous n'avez pas besoin de médicaments hors de prix. Vous n'avez pas besoin d'un coach personnel. Vous avez juste besoin de reconnaître que votre corps vous parle et d'écouter, enfin. Alors je vous pose une question simple. Pourquoi n'a-t-on rien fait avant? Pourquoi attendons la douleur pour agir? J'ai posé cette question à plus de 1000 personnes âgées. Les réponses sont toujours les mêmes. Je pensais que vieillir, c'était ça. Perdre la mémoire, avoir mal partout, devenir un fardeau. Je m'occupais des petits-enfants. Je n'avais pas le temps de penser à moi. Personne ne m'a appris à bien vieillir. Mais il n'est pas trop tard. Même si vous avez 70, 75, 85 ans, il reste une vie à vivre. Et elle peut être belle. Elle peut être forte. Elle peut être libre. Ce que je vais partager avec vous dans les prochaines vidéos, ce sont 7 clés. 7 vérités simples, accessibles, mais puissantes. Elles peuvent vous redonner le contrôle sur votre santé, votre dignité, votre autonomie. Elles peuvent faire la différence entre vieillir seul et fragile ou vieillir en paix, debout, dans la joie. Je vous raconterai l'histoire de Jacques, 81 ans,
qui pensait que son fauteuil était son dernier refuge, jusqu'au jour où il a décidé de se lever à chaque publicité télé. Je vous parlerai de Lucie, 68 ans, qui ne souriait plus, jusqu'à ce qu'elle réapprenne à cuisiner avec des couleurs. Je vous emmènerai dans les couloirs sombres où les chutes arrivent à cause d'une ampoule trop faible, et je vous montrerai comment une lumière bien placée peut sauver des jambes. Mais surtout, je vous montrerai que la vieillesse n'est pas une pente fatale. C'est une chance. Oui, une chance. Car c'est le seul moment de votre vie où vous pouvez enfin vivre pour vous-même. Pas pour les autres. Pas pour l'image. Juste pour vous. Si ce que je dis résonne en vous, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je n'ai rien à vendre. Je n'ai pas de promesse magique. Mais si vous vous abonnez, vous me donnez la force de continuer à partager, à faire vivre cette parole que tant de médecins n'osent pas dire, et peut-être à toucher ceux qui en ont besoin avant qu'il ne soit trop tard. Alors avant que cette vidéo ne se termine, cliquez sur s'abonner et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un que vous aimez, car parfois, une seule phrase entendue au bon moment peut sauver une vie. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question sincère. Un jour, vos petits-enfants vous demanderont « Papi, mamie, pourquoi tu es encore si fort? Pourquoi tu ne prends jamais de médicaments ?» Qu'aimeriez-vous leur répondre? A. Parce que j'ai eu de la chance. B. Parce que j'ai pris les bonnes décisions au bon moment. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B. Et surtout, restez avec moi pour découvrir les 7 clés dans les prochains épisodes. Nous n'en sommes qu'au début. Même si j'ai raccroché mon stéthoscope depuis quelques années, je reste profondément habité par une seule mission: transmettre. Transmettre ce que la vie m'a appris, ce que les corps m'ont murmuré, ce que les silences de mes patients m'ont crié. Je vous l'ai dit dans la première partie, le plus grand drame du vieillissement, ce n'est pas le corps qui faiblit, mais l'ignorance tranquille avec laquelle on le laisse s'effondrer. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce que j'appelle les 3 piliers oubliés. 3 choses simples, si simples qu'on les néglige, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le premier pilier, c'est le mouvement. Pas le sport, pas les salles de fitness. Le mouvement naturel, humain, vital. Ce mouvement que nous avions enfant, que nous avons perdu adulte et que nous payons cher, très cher une fois devenus seniors. J'ai rencontré un homme qui s'appelait Georges. Il avait 84 ans, ancien chef de chantier, fort, large, un homme qu'on imaginait inébranlable. Et pourtant, ce jour-là, dans son fauteuil, il n'arrivait même plus à se lever sans l'aide d'une grue médicale. Je lui ai demandé depuis quand il avait cessé de marcher quotidiennement. Il m'a répondu « Docteur, je crois que c'était le jour où j'ai reçu ma télécommande à grande touche. » Cette phrase a résonné en moi comme un symbole. En vérité, ce n'est pas la vieillesse qu'il avait clouée à son fauteuil. C'était l'abandon progressif de chaque occasion de bouger. Une marche évitée ici, un escalier contourné là, une sortie reportée à demain. Et à force, le corps oublie. Le corps, c'est comme une vieille bicyclette. Si on ne la fait pas rouler un peu chaque jour, la chaîne rouille, les pneus se dégonflent et même la selle devient hostile. Georges avait perdu ses jambes non pas à cause d'une maladie, mais à cause de l'immobilité prolongée. Et ce phénomène, je l'ai vu chez des milliers de patients. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réparer. Pas entièrement, non, mais assez pour retrouver de la dignité, de l'autonomie, parfois même du bonheur. Avec Georges, nous avons recommencé par 3 pas. 3 petits pas entre le fauteuil et la fenêtre, puis 6, puis 9. À la fin du mois, il allait saluer ses voisins au portail, et il pleurait. Pas de douleur, mais de fierté. Voilà ce que j'appelle le miracle du quotidien. Pas un traitement, pas une pilule, juste le courage de remettre le corps en mouvement, centimètre par centimètre. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation. Mais attention, je ne parle pas ici de manger sainement comme on l'entend dans les magazines, je parle de se nourrir pour rester vivant. Trop de personnes âgées mangent peu, mal, toujours la même chose. Des plats mous, pâles, réchauffés au micro-ondes. Pas par paresse, mais par perte de sens. Parce que cuisiner pour soi seul paraît inutile. Parce qu'on a peur de manger trop lourd. Parce qu'on ne sait plus quoi faire avec un frigo vide et un cœur encore plus vide. Mais ce que j'ai appris au fil des années, c'est que chaque aliment porte une énergie, une vibration. Une assiette colorée
préparé avec intention, peut devenir un médicament silencieux. Un bol de soupe maison peut rendre les nuits moins agitées. Un œuf dur, mangé le matin, peut redonner assez de force pour ne pas tomber dans l'escalier. J'ai eu une patiente, Madeleine, 69 ans, qui souffrait de fatigue chronique. On avait tout essayé, examen, compléments, physiothérapie, rien n'y faisait. Jusqu'au jour où je suis allé chez elle et que j'ai vu son assiette. Une biscotte, un yaourt nature, un verre d'eau. 3 fois par jour, tous les jours, depuis 2 ans. Je lui ai proposé un défi. Pendant une semaine, chaque repas devait contenir au moins 3 couleurs naturelles. Elle a commencé par des carottes râpées, un peu de thon, une banane. C'était simple, mais c'était vivant. Et vous savez quoi? 4 jours plus tard, elle m'appelait pour me dire qu'elle avait rangé sa cuisine et qu'elle s'était remise à lire. Pas parce que les légumes étaient magiques, mais parce qu'ils lui avaient redonné l'élan vital. L'alimentation chez les seniors n'est pas une question de régime. C'est une question de présence à soi-même. Manger avec les mains, sentir les odeurs, prendre le temps, s'autoriser le plaisir et surtout ne jamais sauter le petit déjeuner. C'est le repas qui stabilise l'énergie du cœur, des muscles et de la mémoire. Le troisième pilier, souvent ignoré, c'est l'environnement physique. Votre maison, votre lit, vos objets. Ce sont eux qui peuvent soit vous protéger, soit vous trahir. Je vais être brutal ici. La plupart des accidents graves chez les personnes âgées ont lieu dans des maisons mal adaptées. Et quand je dis mal adaptées, je parle parfois de détails invisibles. Un tapis mal fixé, une lampe trop faible, un interrupteur trop loin, une baignoire sans poignée. Combien de fois ai-je vu des hommes forts se casser la hanche en glissant sur un sol mouillé simplement parce qu'ils n'avaient pas eu la force d'atteindre la lumière? Je me souviens de François, 67 ans, un ancien violoniste, un homme d'une élégance rare. Il est tombé un soir en allant aux toilettes. Fracture du col du fémur, opération, rééducation, dépression, et jamais, jamais il n'a pu rejouer du violon. Pour lui, tout avait basculé à cause d'une ampoule grillée. Je vous en supplie, regardez votre maison comme un médecin le ferait. Où sont les dangers? Où peut-on tomber? Est-ce qu'un enfant de 5 ans s'y sentirait en sécurité? Si la réponse est non, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai aidé des familles entières à réorganiser les maisons de leurs parents. Ce n'est pas un chantier. Parfois, il suffit de déplacer une lampe, surélever une chaise, mettre une barre d'appui, enlever un rideau trop long. Et soudain, l'espace redevient un allié, un lieu de sécurité, de confiance. Quand le corps bouge, quand l'alimentation nourrit, quand l'environnement protège, alors le vieillissement ralentit. Parfois, il recule. Et ce ne sont pas des mots vides. Ce sont les constats de 40 ans de terrain. Vieillir n'est pas une chute, c'est une traversée. Et avec les bons piliers, cette traversée peut être lumineuse. Je ne vous demande pas de changer toute votre vie. Je vous invite simplement à faire un pas. Aujourd'hui, bougez votre corps, colorez votre assiette, sécurisez votre espace, un pas chaque jour, et vous verrez, votre corps vous remerciera, même à 80 ans, même à 90. Et moi, vieux médecin de campagne, je serai là pour vous accompagner dans les pas suivants. Après des décennies à écouter les douleurs du corps, j'ai fini par entendre une autre plainte, plus sourde, plus insidieuse. Une douleur qui ne se voit pas sur une radio, qui ne laisse pas de traces dans le sang, mais qui ronge lentement l'âme. Cette douleur, c'est celle de l'oubli, du vide mental, de la confusion progressive. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fléau silencieux, le déclin cognitif, cette lente érosion de la mémoire, de la logique, des souvenirs, ce qui fait, au fond, notre humanité. Je veux que vous sachiez ceci. Perdre ses clés n'est pas une fatalité. Oublier des noms ne veut pas dire que vous êtes foutu. Mais ne rien faire face à ces signes, c'est ouvrir grand la porte à l'ombre de la démence. Il y a quelques années, une patiente nommée Claire m'a été confiée. 75 ans, ancienne institutrice. Une femme vive, passionnée de poésie, toujours un carnet en main. Un jour, elle m'a dit avec les larmes aux yeux, « Docteur, ce matin, j'ai confondu la brosse à dents avec le tube de colle. » Ce n'était pas un simple oubli, c'était un appel à l'aide. Ce que j'ai découvert chez Claire et chez tant d'autres, c'est qu'il existe un lien direct entre l'état du cerveau et le mode de vie. Oui, il y a des facteurs génétiques.
Oui, certaines maladies neurodégénératives sont cruelles et incontrôlables. Mais dans 70% des cas que j'ai observés, le cerveau ne déclinait pas par malchance, mais par abandon. Le cerveau est comme un muscle. Si on ne le stimule pas, il se flétrit. L'erreur que font beaucoup de personnes âgées, c'est de croire qu'une fois à la retraite, il est normal de ne plus apprendre, de ne plus réfléchir, de ne plus créer. Comme si l'âge autorisait l'hibernation mentale. Et peu à peu, l'esprit se rétrécit. Les pensées deviennent lentes. Les connexions s'éteignent. Mais le miracle, c'est que le cerveau a une capacité de régénération extraordinaire, même à un âge avancé. Ce que nous appelons la neuroplasticité n'est pas une théorie abstraite, c'est une réalité clinique. J'ai vu des patients de 80 ans retrouver une clarté mentale impressionnante simplement en réintroduisant 3 habitudes clés dans leur vie quotidienne. La première, c'est l'exercice mental actif, pas les mots croisés, pas les jeux passifs sur une tablette. Je parle d'un véritable engagement intellectuel. Apprendre une nouvelle langue, lire à haute voix tous les matins, réciter de la poésie, écrire un journal. Ces activités exigent que le cerveau crée, structure, associe. Claire, par exemple, s'est mise à apprendre l'italien à 76 ans. Pas pour voyager, mais pour réveiller sa mémoire. Chaque soir, elle écrivait 3 phrases en italien et les lisait à voix haute. 3 mois plus tard, elle me récitait les conjugaisons du verbe essere avec un sourire d'enfant. Ce n'est pas la langue qui l'a sauvée, c'est la stimulation profonde qu'elle a imposée à son cerveau. La deuxième habitude, c'est la connexion sociale. Le cerveau est un organe social. Il s'épanouit dans l'échange, le dialogue, la confrontation d'idées. L'isolement, lui, est son poison. Je vous le dis franchement, les personnes âgées qui vivent seules sans interaction régulière perdent leur vivacité mentale 3 fois plus vite que celles qui parlent, rien, débattent, même brièvement, chaque jour. J'ai suivi une dame, Yvonne, 92 ans, qui vivait seule dans un appartement sombre. Elle avait commencé à oublier son adresse, son âge, le jour de la semaine. Je lui ai proposé une chose, appeler chaque matin sa cousine pour lui lire un court article du journal à voix haute. Une routine simple, mais structurante. 3 semaines plus tard, elle me racontait les nouvelles locales avec précision. Le lien humain est une médecine. Une parole échangée peut reconnecter des neurones que le silence avait éteints. Une discussion autour d'un café peut être plus puissante qu'un traitement de fond. Ne laissez pas la solitude ronger votre mémoire. Enfin, la troisième habitude, trop souvent oubliée, c'est le mouvement corporel. Car le cerveau ne fonctionne pas en vase clos. Il est irrigué, stimulé, nourri par le sang, l'oxygène, le rythme cardiaque. Bouger, c'est penser mieux. Marcher, c'est oxygéner ses idées. Je demande à tous mes patients seniors de pratiquer ce que j'appelle la marche consciente. Il ne s'agit pas seulement de faire des pas, mais de marcher en récitant l'alphabet à l'envers, en comptant par 2, en décrivant les objets que l'on voit. C'est une gymnastique du corps et de l'esprit. Et elle fonctionne. Un homme de 85 ans, autrefois léthargique, m'a raconté qu'il avait recommencé à se souvenir des prénoms de ses petits-enfants. Juste en marchant 15 minutes chaque jour en récitant les noms des fleurs qu'il connaissait. Tout cela peut vous sembler dérisoire. Mais croyez-moi, ce sont les petites routines qui sauvent le cerveau. Pas les pilules, pas les bilans médicaux sophistiqués. La mémoire, la clarté, la présence sont des choix quotidiens. Il y a une chose que j'aimerais vous dire avec toute la force de mon expérience. Vous pouvez vieillir sans perdre votre esprit. Vous pouvez garder vos souvenirs, vos mots, vos idées. Mais pour cela, il faut nourrir votre cerveau comme un jardin. L'arroser, l'exposer à la lumière, lui parler, le faire travailler. Et même si le brouillard est déjà là, même si les oublis sont fréquents, il n'est pas trop tard. J'ai vu des mémoires revenir. J'ai vu des regards s'éclairer à nouveau. Il suffit d'y croire. Et surtout, d'agir. Alors aujourd'hui, je vous invite à choisir une chose. Lire un poème à voix haute. Appeler un ami pour parler du passé. Marcher en récitant les villes de France. Faites-le chaque jour. Avec joie, avec curiosité, avec amour pour vous-même. Parce que tant que vous pensez, vous êtes vivant. Et tant que vous êtes vivant, vous pouvez encore vous reconstruire. Je suis médecin et je le resterai jusqu'à mon dernier souffle, même si mes consultations ne se déroulent plus dans un cabinet, mais dans les mots que je vous adresse.
Ce que je veux vous dire aujourd'hui est peut-être l'un des secrets les plus profonds de mon parcours. Ce ne sont pas les pilules qui prolongent la vie, mais la chaleur des liens humains. Ce que j'ai vu tuer lentement les personnes âgées, ce n'était pas une maladie, mais l'indifférence, l'oubli, la solitude. Pendant plus de 40 ans, j'ai accompagné des hommes et des femmes vers la fin de leur existence. Et croyez-moi, ce ne sont pas les douleurs physiques qui les faisaient souffrir le plus. Ce n'était pas la fatigue, ni même la peur de mourir. C'était la sensation de ne plus compter pour personne, de devenir invisible, d'être une présence qu'on tolère, mais qu'on ne célèbre plus. Je me souviens d'un patient, Henri, 88 ans, ancien horloger, un homme d'une précision exquise, d'un calme profond. Il avait toute sa tête, son corps résistait bien, mais il se laissait mourir doucement. Il refusait de manger, il ne voulait plus se lever. Il s'éteignait dans une lenteur douloureuse. Un jour, je lui ai demandé, « Henri, pourquoi ne luttez-vous plus ?» Il a répondu sans me regarder, « Parce que plus personne ne m'attend. » Cette phrase m'a brisé le cœur. Et pourtant, elle résume le mal qui ronge tant de personnes âgées aujourd'hui, l'absence de rôle. Quand on retire à quelqu'un sa fonction sociale, sa place dans la famille, son utilité dans le monde, on lui vole le souffle. J'ai vu des veuves s'éteindre 6 mois après la perte de leur mari, non pas à cause du deuil en soi, mais parce que personne ne les appelait plus. J'ai vu des grands-pères arrêtés net dans leur vitalité le jour où leurs petits-enfants ont cessé de leur poser des questions. C'est pourquoi je dis toujours à mes patients, entourez-vous, même si vous pensez ne plus être intéressant. Restez présent, même si vous croyez dérangé. Parlez, même si vous pensez que personne n'écoute. Le lien humain n'a pas d'âge. On croit souvent que l'amitié, l'amour, la complicité sont des affaires de jeunesse. C'est faux. J'ai vu des amitiés naître à 80 ans dans les salles d'attente. J'ai vu des regards complices se croiser dans les couloirs d'une maison de retraite. J'ai vu des femmes de 90 ans se redécouvrir comme sœurs de cœur, après une simple discussion sur une tarte aux pommes. Mais pour que ces liens se tissent, il faut oser tendre la main. Oser dire « Bonjour, je m'appelle Louise ». Oser appeler un voisin, un ancien collègue, un cousin perdu de vue. Oser aller vers l'autre, même si cela vous coûte au début, parce que chaque lien que vous recréez, c'est une racine de plus qui vous attache à la vie. Et si vous vivez seul, si vous n'avez plus de famille, je vous en supplie, ne vous enfermez pas. Il existe encore des cercles, des associations, des clubs, des cafés seniors, des bibliothèques. Ce ne sont pas des lieux de divertissement, ce sont des espaces de survie affective. Un thé partagé, une partie de belote, une promenade en groupe peuvent suffire à rallumer une lumière intérieure que l'isolement avait éteinte. Je voudrais vous parler aussi des liens transgénérationnels, ces ponts entre les âges qui redonnent un sens profond à l'existence. Trop souvent, on sépare les générations. On pense que les jeunes n'ont rien à apprendre des anciens. Quelle erreur tragique! Ce sont précisément les anciens qui détiennent les clés du temps, de la mémoire, des valeurs. Mais si vous ne les transmettez pas, elles se perdront à jamais. J'encourage chaque senior à devenir un passeur de mémoire. Racontez votre vie, vos échecs, vos amours, vos erreurs, vos rêves, vos blessures. Écrivez-les, enregistrez-les, offrez-les. Car quelqu'un, un jour, en aura besoin. Peut-être un petit-fils qui se cherche, une nièce qui doute, un inconnu qui tombera sur votre témoignage. Transmettre, c'est offrir une seconde vie à son vécu. Enfin, permettez-moi d'évoquer un lien essentiel, souvent négligé, le lien avec soi-même. Dans la solitude, on peut aussi se retrouver, dialoguer avec soi, se pardonner, se remercier, se traiter avec tendresse. Beaucoup de mes patients ont appris, à 70 ou 80 ans, à s'aimer pour la première fois, à parler à leur reflet dans le miroir avec douceur, à écrire des lettres à l'enfant qu'ils ont été. C'est un lien sacré. Il ne remplace pas les autres, mais il les rend possibles. Oui, je suis médecin, mais avant tout, je suis un témoin. Et ce que la vie m'a appris, c'est que l'homme ne meurt pas faute d'organes, mais faute de relations. Si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous en conjure. Choisissez la relation plutôt que la résignation. Entrez en contact, même brièvement, même maladroitement, parce que c'est par le lien que passe l'énergie de la vie. Et si vous pensez que c'est trop tard, rappelez-vous d'une chose. Il suffit d'une voix pour que le silence s'effondre.
Alors soyez cette voix, pour les autres et pour vous-même, à la retraite depuis quelques années. Mais chaque cellule de mon être continue de soigner, d'écouter, de chercher à comprendre ce qui permet à un être humain non seulement de vivre, mais de vivre pleinement jusqu'à la fin. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet délicat, presque tabou, mais qui revient sans cesse dans les regards que je croise, dans les silences que je devine, dans les mains qui tremblent. La peur de devenir un poids. La peur de ne plus contrôler sa vie. La peur de finir ses jours sans dignité, sans liberté, sans moyens. Ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que vieillir avec grâce ne dépend pas du sort, mais de choix profonds. Des choix qu'on peut faire, même très tard. J'ai vu trop de personnes âgées s'effondrer intérieurement dès qu'une dépense imprévue les frappait. Une facture médicale, un appareil à remplacer, un déménagement forcé. Ce ne sont pas les événements en soi qui les brisaient, mais l'impuissance, l'impression de ne plus rien maîtriser. Le monde devient plus rapide, plus complexe, et certains me disent « Je n'arrive plus à suivre, docteur ». Alors je leur dis une chose que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. C'est pas en courant plus vite que l'on retrouve sa place, c'est en se recentrant sur l'essentiel. La première liberté à reconquérir, c'est celle de vos besoins. Trop de gens vivent avec des charges inutiles, des abonnements qu'ils ne comprennent pas, des frais automatiques, des services payants devenus invisibles. Je me souviens d'un patient, Roland, 69 ans, qui s'endettait pour payer 3 assurances doublées dont il ignorait l'existence. Ensemble, nous avons appelé, annulé, simplifié. En un mois, il a économisé 280 €. Ce n'est pas l'argent qui l'a soulagé, c'est le sentiment de reprendre la main. Je recommande souvent ce que j'appelle l'autodiagnostic financier doux. Prenez une feuille, écrivez ce qui entre, ce qui sort, ce qui pèse, ce qui rassure. Ce n'est pas de la comptabilité, c'est de l'hygiène intérieure. Et surtout, mettez de côté 2 petits carnets, l'un pour les urgences médicales, l'autre pour les plaisirs simples, une sortie, un petit cadeau, une surprise. Car la vraie richesse, ce n'est pas ce que vous avez, c'est ce que vous pouvez offrir. À vous-même. La deuxième liberté, plus intime, c'est celle de votre relation au temps. Combien de fois ai-je entendu « il est trop tard pour moi » ou « à mon âge, on ne commence plus rien ». Faux, archi faux. J'ai connu une femme, Élise, 83 ans, veuve depuis 10 ans, qui m'a confié « je vis depuis 40 ans à travers les autres ». Et maintenant, je lui ai simplement dit « et maintenant, vous allez vous poser une seule question chaque matin. Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui, rien qu'à moi ?» Élise s'est inscrite à un cours de peinture, puis à une chorale, puis à un club de lecture. Elle est tombée amoureuse d'un homme de 68 ans qui faisait des rimes à ses poèmes. Ce n'est pas une histoire romantique que je vous raconte. C'est une preuve vivante que la vie répond encore quand on l'appelle par son prénom. Ce que je veux dire, c'est que le bonheur n'a pas de calendrier. Vous pouvez décider à 70, 80, 90 ans de faire des choix nouveaux, de créer une routine qui vous appartient, de vous libérer du regard des autres. Trop souvent, on croit que le monde ne nous autorise plus à rêver passé un certain âge. Mais c'est un mensonge cruel. La vérité, c'est que vous avez encore des droits profonds sacrés, celui de choisir, de refuser, de recommencer. Et cette liberté intérieure, ce que j'appelle la paix du cœur, n'a pas de prix. Elle ne dépend pas de votre situation familiale, de votre niveau de retraite, ni de votre état de santé. Elle dépend de votre capacité à vous recentrer sur votre propre présence, à être en paix avec ce que vous avez été, ce que vous êtes, ce que vous devenez. Cela demande du courage. Cela demande de se pardonner, de faire la paix avec certains silences, certaines absences, certaines blessures qui ne guériront peut-être jamais. Mais la paix du cœur ne demande pas la perfection. Elle demande la vérité, l'humilité et un peu de lumière chaque jour. Je vous invite à un petit exercice que j'ai moi-même adopté depuis ma retraite. Chaque soir avant de dormir, je note 3 choses. Une chose que j'ai faite pour moi aujourd'hui, une chose que j'ai offerte à quelqu'un, un mot, un geste, un sourire, une chose que j'ai comprise ou acceptée. C'est mon vaccin quotidien contre le vide. Ma façon de rester médecin de moi-même. Si vous êtes encore là, à lire ces mots ou à écouter ma voix, sachez ceci, il n'est pas trop tard. Pas trop tard pour remettre de l'ordre dans votre budget.
Pas trop tard pour décider de ce que vous voulez vraiment. Pas trop tard pour vivre un instant de beauté pure. Car tant que le cœur bat, même lentement, la vie murmure encore des invitations. Et parfois il suffit d'une seule réponse, d'un seul oui, d'un seul pas, pour que la lumière revienne. Et vous, qu'attendez-vous? Il y a un moment dans la vie où l'on ne cherche plus à impressionner, mais à transmettre, où l'on ne court plus après les projecteurs, mais après l'essentiel, où chaque mot qu'on choisit porte le poids d'une vie entière d'expériences, de douleurs silencieuses, de petites victoires invisibles. Je suis médecin, aujourd'hui retraité, et si je continue de parler, c'est pas pour enseigner, mais pour offrir. Offrir ce que la vie m'a donné, parfois arraché, parfois révélé au bord du vide. Après toutes ces années à accompagner des gens vers leur dernière ligne droite, je peux vous dire une chose. Ce ne sont pas les médicaments, ni l'argent, ni même les enfants qui rendent la vieillesse belle. C'est le sens. Le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on a encore à offrir au monde. Et ce sens, je l'ai retrouvé dans la parole, dans le fait de venir ici, chaque jour, pour semer des graines dans vos cœurs. Si vous avez écouté ou lu jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être parce qu'une partie de vous sent que quelque chose doit changer. Ce changement, ce n'est pas une révolution extérieure. Ce n'est pas courir plus vite, ni revenir à 30 ans. Ce changement, c'est oser vivre pleinement à l'âge qu'on a, oser encore apprendre, encore transmettre, encore rêver, même doucement. Oser mettre des mots sur ses blessures et en faire des ponts pour les autres. J'ai vu trop de gens se laisser mourir lentement, non pas parce que leur corps les trahissait, mais parce qu'ils pensaient ne plus servir à rien. À vous, je veux dire ceci. Votre vie n'a jamais été aussi précieuse que maintenant, parce qu'elle peut devenir une source, une lumière, un témoignage, une inspiration pour un petit-fils, une voisine, un inconnu qui vous écoute depuis l'autre bout du monde. Peut-être que vous ne savez pas encore par où commencer. Peut-être que vous vous sentez seul, fatigué, invisible. Mais si vous êtes encore là, c'est que vous avez encore un rôle à jouer. Et je crois, de tout mon cœur, que ce rôle commence par une décision simple. Ne pas abandonner. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Si vous avez trouvé une étincelle dans mes mots, si quelque chose a résonné en vous, alors laissez-moi vous demander un petit geste. Humble mais puissant, partagez votre avis. Cela montre que vous êtes vivant, que vous pensez, que vous ressentez, que vous avez encore quelque chose à dire. Voici une petite question pour vous. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important à préserver en vieillissant? A. Le corps, la santé physique. B. L'esprit, la paix intérieure. Répondez dans les commentaires avec A ou B et surtout, partagez pourquoi. Vos réponses peuvent aider d'autres à se sentir moins seuls, à réfléchir, à se reconnecter à ce qui compte vraiment. Et si vous souhaitez soutenir ce que je fais ici, moi un vieux médecin un peu cabossé mais encore debout, qui donne de son temps pour partager avec vous, alors abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit, mais c'est une source de grande motivation pour moi. Et si vous le pouvez, même symboliquement, vous pouvez aussi faire un petit don pour m'aider à continuer à produire ces contenus utiles, humains, sincères. Chaque soutien, même modeste, est une caresse pour l'âme. Merci de m'avoir lu, merci de faire partie de cette petite communauté de cœur qui écoute encore. Ensemble, on peut faire de cette fin de vie un nouveau commencement.